Chers téléspectateurs de la RTB, bonjour, bienvenue à l'émission Culture Express. Pour ce numéro, nous serons donc en première partie Cass Boven qui signe son grand retour sur la scène musicale. En seconde partie, le réalisateur burkinabé Michel Zongo. Il est désormais membre du collège de l'Académie des Oscars. Et puis pour nous accompagner tout au long donc de cette émission, des journalistes, Moumouni Yerbanga qui signe son grand retour de Radio Jeunesse. Bonjour. Bonjour Marius et bonjour aux fidèles de la télévision nationale et particulièrement aux télévisions de l'émission Culture Express. C'est un plaisir de vous avoir. Nous avons avec nous également Issa Sigiri du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour Marius. Oui. Et bonjour également à toutes et à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Nous partons déjà pour la rubrique Actualité. La rubrique actualité, la première actualité culturelle donc concerne le concert marquant la sortie du 11e album de Dicko Fils. C'était le week-end dernier du côté du Sénazar. On va suivre donc l'extrait, ce reportage de Marcel Thau. La paix au Burkina Faso. Dicko Fils en fait son principal défi à travers sa toute nouvelle œuvre Jam. 10 titres dominés par le Denke Denke pour davantage prôner la cohésion sociale. Moi, ça m'a dépassé. Je m'attendais à 50 à 100 personnes. Et ce public que j'ai vu là, j'ai compris que les gens aiment vraiment ce qui est bon. Ils aiment vraiment la qualité. Et puis, ils sont vraiment pour la paix. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues ce soir. Et quand on a parlé de la paix, les gens sont venus parce que les gens ont besoin de la paix dans ce pays-là. Les thèmes qui développent sont des thèmes porteurs et sont également des thèmes qui appellent à l'unité nationale, à la cohésion nationale, donc à avoir effectivement une certaine solidarité entre nous au Burkina Faso. La preuve est que ce concert-là, il dédie donc les fruits de ce concert-là donc aux déplacés, donc internes. C'est déjà un élément très important. Donc nous ne pouvons que venir pour le supporter et puis montrer effectivement que l'action qu'il a entreprise est une action que nous apprécions au niveau national. Aussitôt présenté, Jam fait déjà sensation, car le tout premier CD de cet 11e album a été vendu à 750 000 francs CFA, comme pour soutenir la création et l'initiative de l'artiste. On peut dire que c'est un bon retour pour Dicko Fils. Déjà le premier CD qui fait 750 000 et également un bon retour pour le monde du spectacle. Sigiri. Oui, on doit avant tout féliciter cet artiste qui cherchait son chemin et qu'il a enfin trouvé avec la promotion de sa culture, comme il est dit comme il est dit lui-même. Il a cherché très loin, mais finalement, c'est ce qui était à côté, à savoir sa culture, qu'il a commencé à valoriser. Et aujourd'hui, c'est ce qui lui vaut cette réussite. Remplir cette salle de spectacle, c'est déjà intéressant et je pense, à mon avis, c'est que les acteurs avaient envie de s'amuser, les artistes avaient envie de retrouver les différentes scènes et les spectateurs aussi voulaient aussi s'amuser. Donc, on peut dire que c'est déjà parti pour la culture avec toutes les autres activités qui vont avec. Tout en respectant, bien sûr, les mesures barrières, parce que, bon, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de rempli, puisqu'il y avait la distanciation. Oui, quand on dit rempli, quand on dit rempli, c'est relatif, hein, oui. Parce qu'il faut tenir compte de la capacité de la salle, tout en intégrant aussi les mesures barrières, c'est-à-dire que laisser au moins une place vide en fonction de la distanciation. C'est pour cela qu'on parle de remplissage et il a fait salle pleine et c'est dans cet esprit. Et même si moi j'étais au spectacle, à un moment, bon, les gens ont fait fi de tout ça, hein, de la distanciation. À un moment, les gens étaient assis l'un à côté de l'autre aussi. Il faut le rappeler. Il n'y a pas eu des gens pour que toutes ces mesures-là soient respectées. Bon, en même temps, si les tickets continuaient de se vendre à la porte, bon, on allait s'attendre à quoi?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est d'abord une bonne nouvelle pour l'artiste lui-même, mais c'est une bonne nouvelle pour la culture burkinabé parce que ce concert-là participe un peu de ce qu'on peut appeler le déconfinement culturel au Burkina, parce qu'il fallait un grand nom, il fallait un spectacle, et je pense qu'on peut inscrire justement le concert de Diko Fils dans cette lancée-là. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même été victime de quelques, j'allais dire, hasards du calendrier, parce qu'il y a déjà eu plusieurs programmations pour la sortie de plusieurs albums qui ont coïncidé avec des événements. Voilà, des événements malheureux que l'ont poussé à reporter Sinedier plusieurs fois ces événements-là. Donc, je pense que c'était important pour lui de renouer donc avec le public à travers donc un spectacle, c'est fait. Et je pense qu'avec ce que nous avons vécu avec lui, nous avons vu qu'il y a eu un engouement assez spécial. On a vu des gens qui dansaient, voilà, qui communiaient avec lui. C'est une bonne nouvelle et ça va justement redonner de l'élan à ceux qui étaient en berne, parce qu'avec le confinement, certains même qui sont liés à changer de métier. Voilà. Et puis c'est un prix d'entrée de 20 000 francs. Une partie donc, du spectacle sera donc mis à la disposition des déplacés internes. Et cela répond à un esprit, parce que comme il a dit, il parle de paix et tout ça. Et quand on voit un peu l'actualité, je pense que c'est important. C'est vrai qu'on ne va pas, j'allais dire, se cantonner sur son appartenance ethnique, mais je pense que c'est important aussi qu'il soit là. Et vous avez vu qu'il y avait la présence de certaines autorités. Je pense que ce n'était pas anodin. Et tout cela est important. Est-ce qu'on peut rentabiliser un spectacle aujourd'hui au Sénégal si on doit respecter toutes ces mesures, à moins de faire le spectacle peut-être à 20 000 francs? Ou peut-être, je parle d'un spectacle live. Hein. Moi, je répondrai par l'affirmative, parce que un spectacle ne se juge pas en fonction du nombre de personnes qui prennent le ticket, mais il faut aller au-delà. Au-delà de ceux qui payent cash pour entrer, il faut voir le nombre d'emplois que ça crée autour, à commencer par le parking, le déplacement, tout cela. Et nous sommes dans un contexte marqué par la Covid-19 qui a affecté beaucoup, toutes les activités. Et un spectacle permet à tout ce beau monde-là, à toutes ces activités-là, de reprendre. Sans rentrer dans certains détails, pour être dans une salle, voilà comment la préparation se fait. On va dans les salons de coiffure, on va chez le couturier, c'est toute une chaîne. Et c'est pour cela qu'on va inviter les différents sponsors, les mécènes à accompagner ce type d'initiative, parce que c'est ce qui va permettre à notre pays de reprendre les activités et pour promouvoir un peu à la fois les activités économiques et culturelles en même temps. La seconde partie donc, de l'actualité, la seconde actualité, c'est la conférence de presse du SINAMUB. Donc on va suivre l'élément et on se retrouve pour la suite. La gestion actuelle du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA n'est pas du goût du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, SINAMUB. Pour la énième fois, il dénonce les critères liés au paiement des droits des artistes. Il y a que les artistes musiciens du Burkina Faso sont payés de façon aléatoire. Le client est payé à sa tête, on paye le client à la tête, parce que de façon scientifique, il n'y a pas un logiciel qui dit on a joué X, Y combien de fois et voilà ce qu'il doit percevoir. Depuis 2016, telle est notre doléance. Ça n'a bougé d'un iota. Les choses restent telles qu'elles sont. À la limite, nous nous demandons si les BBDA entendent ce que nous disons. Notre syndicat dénonce l'injustice créée et entretenue par les BBDA, qui consiste à hiérarchiser les musiques et par ricochet les artistes musiciens sur des bases subjectives. Et pourtant, vous conviendrez avec nous que toutes les musiques s'équivalent, peu importe leur genre, leurs origines ou leurs auteurs. Tout comme le Fonds exceptionnel de solidarité, la répartition du fonds d'aide au secteur culturel de 1,250 milliard de francs CFA fait toujours des gorges chaudes dans le milieu des artistes. Là, les critères n'ont pas été du tout clairs. On ne nous dit pas comment est-ce que la clé de répartition se fera. C'est vrai qu'aux premiers instants, de 1,25 milliard, ça nous a été dit que 25% du fonds sera alloué au cinéma, 14% à la musique, et 10% aux livres. Là également, vous voyez que les artistes fonctionnaires sont également exclus. Bon, il y a 51% du fonds qui reste. Les 51% vont où? Nous avons compris qu'ils veulent tirer un corner et aller têter marqué.
Par ailleurs, le SINAMUB plaide pour la suppression des coefficients de taxation des genres musicaux pour plus de justice entre les artistes musiciens. Issa Sigire, vous étiez à la conférence de presse? Oui, en effet, nous y étions pour la énième fois, comme on le suit bien dans le reportage, parce que ce syndicat est toujours droit dans ses boîtes pour dénoncer un certain nombre de choses au niveau du BBDA et au ministère de la Culture. Il faut dire que ce sont des acteurs du domaine, ils savent de quoi ils parlent. Et je pense que c'est dans l'intérêt du BBDA de prendre en compte les critiques qu'ils font pour le. Mais ça ne devient pas une fixation. On a dit dans le reportage, la énième fois, c'est toujours le BBDA, ça ne devient pas une fixation. Et en même temps, ce n'est pas le seul syndicat qui existe dans le domaine de la culture. Les autres ne parlent pas. Au Burkina Faso, il y a deux types de syndicats, comme eux-mêmes le disent. Il y a les syndicats qui accompagnent et il y a les syndicats qui dénoncent effectivement, comme ils le disent. Mais ce que je retiens, c'est qu'ils font parfois de bonnes propositions. Quand on regarde, c'est le syndicat qui a été le premier à inviter le BBDA à payer par anticipation les droits d'auteur pour permettre aux artistes de faire face à la crise sanitaire. Mais chaque fois qu'on cite cette prouesse-là, mais on ne parle pas d'eux. Mais alors qu'ils ont été les premiers à faire la proposition et le BBDA a accepté. Ils sont dans les instances de décision. Il y a les membres de la SINAMUB qui sont dans les instances de décision au niveau du BBDA. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à faire passer ce qu'ils veulent comme décision? Dans ce cas, c'est au BBDA de faire l'effort et d'aller toujours vers eux, les intégrer davantage. Et ce n'est pas ce qu'ils disent, Ils savent qu'il y a des syndicats dans le domaine, mais eux, ils ne sont pas toujours... ils ne font pas partie des instances de décision. Et c'est ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ce n'est pas tout à fait faux. Mais si on peut améliorer, effectivement, c'est ensemble qu'on doit pouvoir discuter pour trouver des solutions à la musique burkinabé. Bien sûr, le SINAMUB fait l'actualité et à chaque fois on a l'impression que c'est le BBDA qui est visé. Bon, on ne sait pas quelle est la réalité des choses, mais ce qu'on peut dire pour un peu suivre un peu l'actualité sur la question, c'est que dans les revendications prônées, décriées dans les revendications du SINAMUB, il y a des éléments à prendre en compte, comme Sigire l'a dit, qui sont également importants. Mais moi, je demeure convaincu que la meilleure manière pour un artiste de se faire valoir, c'est d'abord de travailler pour lui-même pour que son talent explose. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui, à l'occasion dernièrement, le partage du fonds de solidarité, qui ont cédé leur part. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont des entrées ailleurs que ça, mais ça veut dire qu'il y a quand même une certaine hiérarchisation. J'ai entendu Almami dire qu'il ne faut pas que le BBDA hiérarchise la musique, mais la vie et la manière d'exploiter son talent hiérarchise même les artistes. Et là aussi, il faut se le dire. Donc il faudra que chacun puisse faire son travail. Le BBDA a beaucoup de choses à corriger, c'est vrai, mais il faudra aussi que chaque artiste soit d'abord son propre syndicat et son talent doit être son premier syndicat pour qu'il ne puisse même pas compter sur le BBDA afin de s'en sortir. Et là, c'est un élément important qu'il faut rappeler aussi au SINAMUB. Quelque chose à dire ou ça va? Juste relever quelque chose. Dans un domaine, il y a plusieurs types d'acteurs et même celui décide, par exemple, de dénoncer un certain nombre de choses. C'est déjà bien. Il y en a qui décident dans la vie de se sacrifier pour les autres et il y en a qui décident de travailler pour eux-mêmes et c'est tout cela qui peut permettre d'avancer les choses. Et on peut dire que beaucoup ont profité du soutien du BBDA et eux, ils ont été les premiers à en parler. Ce n'est pas ceux qui ont eu plus d'avantages que les autres, mais ils ont donné la voie à suivre. Et je pense que c'est un syndicat qu'il faut saluer et encourager. D'accord. On va aller juste après ce qui suit pour recevoir notre premier invité. Notre premier invité, il est rappeur. On l'a connu déjà depuis 2011 avec des chansons dont notamment Pour ma foule. C'est une voix rocailleuse. Lorsqu'il va dire bonjour, vous allez le voir. Et puis, c'est un flow particulier. Et puis, depuis un bon bout de temps, quand même, il a disparu de la scène musicale. Il signe son grand retour avec un album. Bonjour, Cass Boven.
Bonjour Djessongo. Ouais, c'est un plaisir pour nous. Ouais, le plaisir est partagé. Ah, mais ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps, surtout que depuis, si je me souviens, depuis 2004, je ne suis pas rentré dans cette salle. Depuis 2004 que vous n'avez pas mis les pieds ici. Ici, donc. Wow. Ça fait en gros 16 ans. 16 ans, donc je suis content d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment merci de cette invitation. Pendant ce temps-là, où était Casse Bouven depuis tout ce temps? Bon. Déjà, le premier album, on l'a réalisé en 2004, et avec le titre La chanson du Divagué. Et suite à ça, on a réalisé l'album Vision Positive. C'est-à-dire avoir une vision positive envers les malades, du sida, des trucs. Bon, comme étant dit, l'album n'était pas à but lucratif. Et c'est moi qui ai produit l'album. Le premier, c'est moi qui ai produit, hors du confort, je l'ai dit. Et le deuxième aussi, avec l'apport des uns et des autres, et on a pu réaliser. Mais malheureusement, l'album n'a pas été dupliqué à Ouaga, parce qu'en son temps, c'était Sidonie. Tu vois, le produit n'est pas Sidonie, ça reste down. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, j'ai décidé maintenant d'aller au Mali. Je me dis que peut-être au Mali, le rap là-bas, ça allait. Donc, depuis l'aventure du 7 là, de 2007, je ne fais que me balader pour voir est-ce que je pourrais trouver vraiment des bonnes personnes qui vont comprendre ma folie et en faire colis, quoi. Et pendant tout ce temps, Casse Bouven vivait de quoi? Vous savez, je suis un aventurier. Donc, dès que je tombe quelque part, je me mets en conformité avec les lieux. Je dis, les petits boulots, tu comprends? Parce que un transporteur, tu es là, tu conduis comme un malade. Ah, vous avez été transporteur? Ouais, en Guinée, je faisais un peu du transport avec mon jeune frère. Bon, il fallait oublier la musique, on me dit ça, mais quand même, moi, je profitais de m'inspirer aussi, parce que quand tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas faire de retour sur ça. Alors, vous avez repris ou bien vous êtes en train de reprendre votre manteau de rappeur, pour ne pas dire votre façon d'enfanner de rappeur. Comment vous vous sentez? Bon, vous savez, on ne reprend pas, c'est les choses qui viennent d'elles-mêmes. Parce que moi, je me souviens, après ces 3 années-là, je suis revenu à Ouaga pour rendre visite à la famille. Et en même temps, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit, Casse, ça ne peut pas rester en stand-by comme ça. Et comme il s'appelle là, Keïta, Ibrahim Keïta, parce que lui, il a un studio, il fait du live tradi. Et il m'a dit, Casse, on va enregistrer ton album. On est d'accord. Donc, on a commencé le boulot. Et j'ai repris goût à la chose. On a enregistré déjà 4 titres. C'était bien, lui, il est reparti en Europe. Et puis, donc, l'album aussi, ça demandait beaucoup de fonds. Donc, je suis revenu encore après ma tournée en Guinée, là, et puis un peu la France aussi, il faut le dire. Revenir, et j'ai décidé de faire sortir l'album. Alors, vous êtes déjà dans un domaine où il y a beaucoup de jeunes. Oui. Ça bouge beaucoup dans ce genre musical-là. Oui. Alors, comment vous comptez vous imposer aujourd'hui? Je me dis que, comme l'a dit le monsieur de Radio Jeunesse, ouais, c'est journaliste de jeunesse là, on ne s'impose pas. C'est le travail qui s'impose. Sinon, on aurait pu faire un single ou un truc. Mais Casse, il y a de nouvelles tendances aujourd'hui. Non, mais la tendance, elle est là. Est-ce que vous, on ne va pas vous considérer comme old school? Old school, dépassé? Non, ça c'est... Est-ce que le flow est toujours là? C'est pas une question de flow. Surtout que les mélomanes dans ce domaine-là, c'est des jeunes. Oui, c'est des jeunes. Bon, j'ai dit que ceux qui ont connu Casse, Dieu merci, ils sont devenus aujourd'hui des patrons qui peuvent financer pour le rap, parce que grâce à la chanson Divagué, bonhommes sont ceux qui ont quitté le ghetto, se retrouver eux-mêmes. Donc du coup, moi, là, cet album-là, c'est une reconnaissance. Peut-être quelqu'un de l'autre côté t'a soutenu, croyait en toi. Mais il y a du rap. C'est sûr, il y a du rap, mais il faut écouter un peu l'album pour comprendre que c'est... Oui, il y a beaucoup de rythmes. Il y a du blues. Blues music, il y a reggae music, parce que les gars ne me connaissent pas dans ce style. Il y a du slam et tout. Et puis, il y a de la trap musique aussi, si vous voulez. Ah oui, la trap. Yeah. Oui.
Donc, on voit qu'il ne se fixe pas, parce que c'était un peu la question qu'il allait lui poser, est-ce qu'il allait rester, parce que même avant qu'on découvre les nouvelles tendances dont on a évoqué tantôt, disons, Cass Boven, c'était un peu la old school quand il faisait sortir justement divaguer, et voilà. Et je peux dire que même ça, c'est apprécié par les jeunes, parce que à l'occasion d'un festival de hip-hop organisé par, j'oublie la structure, au Sénasa. Humani Culture Non, le jeune qui... Bon, oui, je vois. Hip-hop Négré. Voilà, hip-hop Négré, merci. Voilà, on mettait justement divaguer et on voyait donc les jeunes là qui étaient venus pour la nouvelle tendance, les Hamzi, mais qui... Oui, mais ça fait de la nostalgie. Oui, mais cela veut dire qu'il y a toujours des gens qui connaissent la bonne musique. Donc je pense que dans l'absolu, ce n'est pas mauvais justement de rester. Et l'artiste, c'est pas parce qu'il est là, il a une voix qui vaut de l'or, parce que sa voix, c'est déjà une particularité. Et je pense que, quelle que soit la tendance dans laquelle il va s'inscrire, je pense qu'il pourra donner. Maintenant, la question, c'est de savoir, parce que on dit, c'est une forme de reconnaissance par rapport aux gens qui ont connu Cass Boven. Mais est-ce que c'est juste ça, ou bien il y a une autre perspective? Parce que si c'est juste pour ça, ça va quand même être un dommage, à mon avis. Non, en fait, ça c'est une question personnelle. Est-ce que vous voyez un peu? La musique chez nous, moi, je suis dans la musique parce que mon papa, c'était lui mon guitariste. Et déjà, quand j'étais petit, quand je pleurais, le vieux même jouait un peu à la guitare pour me calmer les esprits. Donc, c'est à titre curatif. Moi, j'aime ça. Mais du coup, on est arrivé à une mondialisation. Est-ce que vous voyez? Il y a le business qui est là. Il faut faire de la commercialisation. Qu'on le veuille ou pas, on peut faire des trucs commerciaux si vous voulez, mais tout en gardant vraiment ses esprits. C'est pourquoi nous sommes accompagnés par une structure qui est là, parce que la structure doit rentabiliser. Donc je ne travaille pas seul, il y a une équipe qui est là. Parce qu'avant, pourquoi Cass a traîné depuis là? Parce que c'était moi qui faisais presque tout. C'est toi qui back, c'est toi qui fais tout. Mais maintenant, il y a une équipe qui est là. Donc ça aussi, ça me met en confiance pour avancer et que la structure maintenant me dira Cass, fait ça, fait ce style. Et puis, ils savent déjà où placer l'album, comment se produire en live, comment... Bon, mettre toute une structure autour. Bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Cass Boven en 2001? Qu'est-ce qui a bloqué cet élan qui venait? Parce que c'est le tréfonds. Le tréfonds. On a vu que, parce qu'à l'époque, il y avait une collaboration qui s'est dessinée avec Abazon de Smokey. Oui, effectivement. À ce niveau-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, vous savez, le rap, moi, je le faisais à mes débuts parce que j'ai arrêté l'école pour être artiste. C'est ce que j'ai dit au départ. Parce que... Et du coup, je n'avais pas une vision pour l'Afrique. C'était pour retrouver les Ayam, les Akhenaton, parce que c'est une question de voix, c'est les mêmes pointus pour ceux qui reconnaissent. Donc, à l'arrivée de Smoke à Ouaga, je me suis dit, c'est plus la peine d'aller chercher ailleurs ce que tu pourrais gagner chez toi à la maison. Donc, on a essayé de travailler. Bon, c'est quelqu'un qui m'a conduit chez Smoke. S'il me regarde, parce que ce matin, papy, je te lance un pick-up. C'est quelqu'un qui m'a mené chez Smoke, grâce à Idrissa Ouedraogo, paix à son âme, qui a payé le premier single qu'on lance de son Cass pour qu'on puisse le lancer. Donc ce dernier et Smoke, ils n'ont pas parlé le même langage. Moi, je ne peux que suivre ce dernier, quoi. Donc, mais toujours est-il que je profite de votre antenne pour lancer vraiment cet appel à tous les gars du hip-hop. Parce que nous, on était les premiers Africains, les premiers du rap africain. Mais pourquoi aujourd'hui, on est devenu les derniers du rap? Si tu vas au Mali, tu vas voir Ibawan, tu vois, c'est milliardaire. Tu vas Sidiki Diabaté, parce que ils sont devenus des milliardaires. C'était des gars qui... Mais pourquoi chez nous, ça n'a pas marché? Parce que le problème, c'est pas pourquoi ça n'a pas marché chez Cass, puisque je suis toujours vivant. Quelqu'un qui peut déposer le micro 10 ans, hein, et il revient, il prend le micro, ça veut dire, même sans la musique, il peut se défendre ailleurs. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans le rap burkinabé? C'est parce que on ne sait pas, il y en a qui ont lâché. Tu vois. Mais personnellement, vous, avec ce Smokey, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est la parole, pour être clair. Et quelle est cette parole-là? Bon, la parole donnée.
Parce que généralement, nous, c'est des contrats moraux nous, on respecte plus le contrat moral que le contrat écrit. Ok. Voilà. Qui n'a pas respecté la parole de qui? Je dirais que... Qui n'a pas respecté sa parole? Je ne suis pas en train de ruminer vraiment la plaie, le couteau dans la plaie, parce que l'histoire du monde est à plus de 18 ans de cela, donc il faut aller doucement pour ne pas réveiller les lions blessés. Donc, sinon, Smoke m'avait dit, Cass, viens chez moi, tu vas travailler le son. Moi, je vais travailler. Smoke, c'est mon patron. C'est moi qui détenais les clés du Amazon. Tous les groupes passaient à... Faso, comment il s'appelle, les sofas passaient, il y a tout le monde qui a bougé passait, il y a Wedia qui passait, donc moi je devais être patient, tous ces gens ils vont passer et Smoke va produire l'album. C'est mon son pour ma foule qui tournait. Les gens d'habitude ils me disaient Cass, on va en boîte. Moi je dis non, moi je reste au studio pour m'inspirer. Donc le son, même si je joue en boîte, moi je suis au studio. Pas de prise de tête. Bon, après la compilation, le patron me dit, ah, c'est une mauvaise compréhension de ma part. Parce qu'il y a la jeunesse aussi. Erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse. Mais le patron dit, lui, il n'a pas 5 francs à donner à quelqu'un pour l'album. Moi aussi, j'ai dit, si tu n'as rien à donner, moi, je vais me retirer. Puisqu'on est là, c'est pour ça. C'est pas la Starmania qui nous intéresse. Donc, ça veut dire que tu n'as pas été patient. Bon, je ne dis pas que je n'ai pas été patient, on ne m'a pas fait comprendre le fond du dossier. Parce que... Et aujourd'hui, quelle est la nature de vos rapports? C'est grand frère, petit frère. Vous voyez souvent? Si, c'est grand frère, petit frère. Voilà. Parce que même pas que grand frère, petit frère, ancien patron, j'étais un ancien patron. Alors peut-être une question, parce qu'à travers ta réaction, j'ai entendu une phrase qui me donne l'occasion, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Oui, effectivement. Voilà, vous avez abandonné l'école pour la musique, que c'était une bonne option? Si. C'était une bonne option d'abandonner l'école? C'est une bonne option. Pourquoi? Si, c'est une bonne option. Parce que, vous savez, on ne peut pas courir en se grattant les fesses, d'après Alpha Blondy. Tous les grands, parce que moi j'ai eu la chance, peut-être, si je vous le dis, il y en a qui n'ont pas, fallait que j'ai des personnes qui m'orientaient un peu vers les écoles de musique, peut-être ça. Parce que c'est comme le petit Matson Junior, il a eu son Kora, on dit une Kora, la Kora. Est-ce que vous voyez? Au lieu qu'on le mette à l'école, il fallait qu'on le mettait dans une école de musique, l'encadrer, essayer, parce que... Même si les deux peuvent aller aussi ensemble. Bon, ça peut aller, tous les deux peuvent aller, mais vous savez, la musique là, il faut vivre ce que tu dis. Bon, parlons du nouvel album. Quelles sont les couleurs? On a plus ou moins abordé. Hein, il y a du blues, il y a du reggae, il y a du rap, il y a de l'afro-trap. De la trappe aussi. Même si la trappe là. Même si on a eu un entretien. Même si on a eu un entretien, tu m'as dit lors de l'entretien que avant vous faisiez de la trappe music. Ça il faut le dire, au temps de Mini Vanelli et au temps de Agathe Power. Dans les années 90 là, c'était ce style là qu'on faisait. Bon, finalement, arrivé même au studio chez Smoke, lui-même il dit, bon, Cass, il faut que tu développes le flow. Si Fénoz me voit, il la lance le big up parce qu'elle était là en 2001, 2002. Il dit, Cass, il faut que tu développes le flow. Judenji était là, je rappelle, il disait, c'est faux. Donc, nous, on avait déjà le style trap music qui est là. Bon, même mes gosses me disent, papa fait de la trappe, ils disent, on peut le faire. Et, bon, on est pratiquement au terme de l'entretien avec vous. Un message à l'endroit des téléspectateurs? Bon, un big up vraiment à toute ma famille. Et que Dieu pardonne à nos humbles disparus. Et que la confiance qu'ils m'ont portée là, moi je pense que s'il plaît à Dieu, je vais honorer de cette confiance, appeler toute la jeunesse, à l'ancienne génération. Je pense un peu à Crazy de Sofa, je pense à Smokey, je pense à qui encore? Obici, je pense à Manu, je pense à qui? Ig Lion, je pense à... Vraiment son nom.
Nasser Sonou. Donc tous ces gars qui sont de l'autre côté là, je pense aussi à Gérard Koala. Donc Basic Soul, tout le monde, et voilà. Mr. P, Voilà. parce que c'est Mr. P qui a fait de nous ce que nous sommes. D'accord. C'est à travers cette émission Rap Time. Donc moi je continue le combat et j'aimerais vraiment qu'on se donne la main. Et puis je lance le big up aussi à Nyoron Long, parce que Nyoron Long... C'est la structure qui a produit. Quel regard sur la nouvelle génération, rapidement? La nouvelle génération, je veux qu'ils font de la bonne musique, mais il faut qu'ils soient inspirés, faire des musiques qui traversent le temps. Tu as des coups de cœur, il y a des noms des gens qui te fascinent comme ça? Bon, il y a des gars que j'aime bien parce que il y a Jesse. Non, c'est pas Cheesy? Kizzy, le jeune homme que j'ai croisé hier, il y a Hamzi, il y a Toxa. Surtout lui, c'est mon artiste que j'aime bien. Ah ouais. Donc. Merci, merci, Kasbouven. Merci d'être passé. On aura d'autres occasions. C'était un grand retour. Moi, j'ai écouté l'album, il y a le coup de cœur. Moi, j'aime surtout. Slam, c'est pour venir un peu valoriser la culture africaine. Kalebas, Kora. Et c'est d'ailleurs avec ça, la vidéo de Slam Raj, c'est ça, non? Raj Slam. La rage. Voilà. Et on va se retrouver très bientôt. Ça, c'est sûr. Merci d'être passé. Reste avec nous, on passe la vidéo de Kasbouven. La tête d'une bête. Comme un manœuvre à l'œuvre, ils vont pour un chef d'œuvre. Je suis le mystique qui tique avec tactique, les cyniques de la politique. Ça me fait hic alors qu'on performe à toi mes efforts créés hors du confort. Je le dis sans faille que ma bataille est due à une colère de grande taille qui entaille mes entrailles. Surtout je ne réponds pas du tac au tac, mais j'attaque avec un acte. Tout acte me mettant en colère. Je deviens pervers et amer, mais c'est ma manière. Avec mes ennemis face à face, ma peur s'efface devant leur face. À l'heure de la rébellion, c'est la loi du talion. Et pour eux, d'important, ce qui sert, c'est qu'à l'alerte, je ne resterai pas inerte. Même si les eaux désertent, ce n'est pas une perte. Car je garderai ma dignité. Dignité pour toute l'humanité. Sache qu'il n'est pas bête d'être bon. Sauf qu'il est con de croire que tous ceux qui sont bons sont bêtes. Donc au fait, qui est à la tête de la bête? Bête ou pas bête, je sais de quoi je parle. Parce que mon acte n'est pas une débilité exsensualiste, mais en bon redivise, j'insiste et persiste à combattre l'exploitation de l'homme par l'homme. Que fait de l'homme un véritable loup pour l'homme? Mais dans ce millénium, avec leurs bombes d'atomes, c'est l'hécatombe. Mais mon album est un sérum qui sortirait l'homme du fantôme. Pourvu qu'on m'écoute au maximum et que l'on me critique au minimum. Pensez-y, un homme en avance sur son temps n'a jamais été compris à temps. Car l'ignorant mécontent à chaque instant attend une erreur fatale pour faire un malheur brutal. Et pourtant, on m'a toujours ordonné d'abandonner, étonné, j'ai tâtonné, on m'a talonné, bâillonné. Mais c'est instantané. Maintenant que je renais de mes cendres comme un phénix me relève tout feu, tout flamme. Mon âme s'enflamme, je brise. Le silence, je ne parle plus pour parler. Qu'on puisse m'entendre, entendre et comprendre. C'est pourquoi je le dis. Il n'est pas bête d'être bon. Mais il est bête de croire que tous ceux qui sont bons sont bêtes. Donc au fait, qui est à la tête de la bête? Bête ou pas bête, je sais de quoi je parle. Car même si néanmoins fourré dans un échauffouré, je reste toujours fourré, bourré de colère. Je m'en fous, samouraï fou. Je fous le dawa, je me défoule pourvu que je gagne ma bataille de samouraï de MIC. Sache qu'il n'est pas bête d'être bon.
Mais qu'il est con de croire que tous ceux qui sont bons sont bêtes. Donc en fait, qui est à la tête de la bête? Bête ou pas bête, je sais de quoi je parle. Soyons humains. Car c'est la seule façon de se reconnaître face à la glace. Pour ma race, Casse Boven, Lord Aboubakari de... Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Belle vidéo, comment vous avez trouvé la vidéo? C'est très inspirant. Je pense que ça doit parler à des chorégraphes comme Salia et Seydou qui peuvent utiliser ça pour un dialogue de corps. Parce que c'est une fusion de beaucoup d'arts en même temps. Ce n'est pas que le rap, ça va au-delà. Il y a la danse. Tout à fait. Ouais. Ça respire, quoi. Il y a la chora derrière. Ouais. C'est tout un travail d'une équipe professionnelle et ça promet beaucoup. Notre second invité, c'est le réalisateur Michel Zongo. Et voilà, Michel Zongo, bonjour. Bonjour. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et quand on sait ce que vous avez obtenu, on va en parler donc, au cours de cette émission. Vous avez une formation de cadreur au début des années 2000 à Profix. Vous faites partie donc de la génération transitionnelle de la pellicule et du numérique, à votre actif des films documentaires comme Sibylle, l'âme du violon, Titimou, Espoir Voyage, La sirène du Faso, Fanny, et tout récemment, Pas d'or pour Kalsaka, qui a eu le prix du meilleur long métrage documentaire au Rasto Festival au Brésil. Et puis, on connaît tous, aujourd'hui, vous avez été donc désigné comme membre du collège de l'Académie des Oscars. C'est une grosse fierté. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, merci de me recevoir à cette émission. D'abord, c'était une surprise, hein, parce que c'est une nomination, donc c'est pas consultatif d'abord, c'est votre profil qui fait qu'on vous nomme. Donc je l'ai accueilli avec beaucoup de surprise et puis aussi avec beaucoup d'honneur, beaucoup de joie, beaucoup de fierté, tout en sachant que derrière moi, c'est tout un pays, c'est tout un continent qui est honoré. Et donc aussi une responsabilité pour la suite. Et voilà, parce que quand on a une distinction, c'est un parcours. C'est un parcours qu'on doit assumer, qu'on doit aller au-delà de ce qu'on... C'est une lourde responsabilité. Oui, c'est une responsabilité, c'est une invite dans le sens de continuer le travail qu'on a toujours fait et que d'aller toujours de l'avant. Donc c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté pour mon pays et beaucoup aussi de fierté pour... le cinéaste et l'ensemble des cinéastes dont je reconnais la difficulté, la dureté de faire ce métier, surtout au Burkina. Donc, pour moi, c'est à leur honneur qu'on puisse honorer le cinéma burkinabé à travers ma modeste personne. Oui. Alors, on va d'abord présenter nos félicitations. Merci. Pour cette nomination. Ça fait honneur à l'Afrique et au Burkina Faso en particulier. Comme vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est tout un parcours. Mais comment vous avez réussi à vous faire inscrire à ce niveau-là? Bon, il faut repartir un peu en arrière dans les années 99, 2000, où j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Donc je me suis formé d'abord comme cadreur, comme chef opérateur image. En son temps, c'était la DCN, qui va devenir plus tard l'ISIS aujourd'hui, et qui avait un programme de relance du cinéma qui s'appelait Profis. Et c'était des formations à la clé, et c'était des formations d'1 mois. Et c'est vrai que j'ai eu d'autres opportunités de me former ailleurs, de me former notamment en France, en continuant effectivement comme opérateur image et aussi plus tard comme réalisateur-producteur. Alors, à partir de cet instant, je me suis inscrit dans un domaine, dans le cinéma, c'est beaucoup de métiers, c'est beaucoup de genres aussi. Hein. Dans le cinéma et l'audiovisuel, en gros, c'est beaucoup de genres. Et moi, je me suis rendu compte que dans le genre documentaire, en son temps,
Au Burkina, il y avait peu de gens qui le faisaient. Notons bien, faisons la part des choses, le documentaire cinéma de création, parce que le documentaire comme grand mot existe dans le milieu télé, radio, ouais. Voilà. Moi, je parle du cinéma, ce qui concerne le documentaire de création. Je voyais qu'il y avait moins de production, moins de réalisateurs, sinon presque même pas, et qu'au niveau de la fiction, on commençait déjà à aller dans une espèce de congé, si on peut le dire comme ça, du cinéma burkinabé où il n'y avait pas de relève qui se préparait parce que l'INAFEC était fermé, qui formait les cinéastes, voilà, et qu'il y avait une espèce de flottement. Et par contre, au niveau international, dans certains pays en Afrique, le documentaire était une nouvelle expression des cinéastes qui, avec les numériques et toutes les nouvelles technologies, il y avait possibilité de faire ce cinéma-là avec responsabilité. Et aussi autre chose, c'était surtout le souci de nos images. Je me suis rendu compte que la plupart, en fait, de nos images réelles, il faut le noter, nos images fiction sont préparées. Les réalisateurs ont le temps de choisir ce qu'ils veulent, nos histoires. Mais nos images brutes, réelles, qui sont fabriquées en Afrique, ont toujours été fabriquées d'un point de vue étranger. On se retrouvait à avoir des archives de nos images, des points de vue de nos images à l'extérieur qui ne nous honorent pas, qui ne nous définissent pas en réalité. Qui ne nous honorent pas, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on pouvait, vous conviendrez avec moi que les images de l'Afrique qui circulent la plupart dans les pays occidentaux pendant longtemps ont toujours été des images misérabilistes. Oui. Qui montrent toujours des clichés qui peuvent montrer l'enfant africain. On sait qui est l'Africain. Oui, l'Afrique de la guerre, l'Afrique de l'affaire, l'Afrique de tout. La maladie, l'Afrique des cases, l'Afrique de ce qu'on peut voir comme exotique. Les Africains sont comme ça. Et ça, c'était quelque chose que j'avais envie de corriger. C'était un peu une ambition, mais je me dis, il faut que nous fabriquions nos propres images avec responsabilité. Il faut que c'est nous qui allons montrer ce que nous voulons montrer aux autres, puisque le contraire d'ailleurs n'existe pas. Rares sont des Africains qui vont faire des images à l'extérieur pour les ramener chez nous. C'est pour ça qu'on a une idée biaisée aussi de l'extérieur. Donc c'était pour corriger tout ça que je me suis lancé dans cette forme de cinéma qui existait bien avant. Hein. Ce n'est pas nouveau pour l'Afrique ni ailleurs, mais qu'au Burkina, il y avait peu de réalisateurs qui s'aventuraient. C'est un genre très exigeant parce que c'est des points de vue subjectifs qu'on défend. Voilà, donc c'est plus complexe que d'imaginer des images comme la fiction. Mais pour moi, il y avait une urgence. Voilà, et tout en sachant que les images parlent à nos populations, les images sont plus convaincantes. Et j'avais envie aussi d'utiliser le cinéma comme un espèce de vecteur de communication au-delà de l'art, pour pousser les choses, pour rendre les choses plus évidentes. Parce que quand quelque chose sort en grand écran, il magnifie. Il rend les choses plus réelles, il rend les choses plus évidentes. Donc c'est tout ce parcours-là, c'est toutes ces ambitions qui m'ont amené à réaliser des films documentaires. Oui, je pense que c'est important ce qu'il a dit. Je pense qu'il faut encore qu'on adresse les félicitations aux réalisateurs parce qu'il faut peut-être qu'on rappelle à une certaine partie de nos téléspectateurs que les cérémonies des Oscars, c'est une cérémonie assez prestigieuse qui existe depuis 1929 et ce n'est pas n'importe qui qu'on choisit pour cela. Donc je pense que c'est vrai que le principal concerné par son immunité prend ça un peu à la légère, mais je pense que c'est quelque chose d'hyper important. On puisse choisir un réalisateur de notre pays, de notre continent. Et par extension, pour te suivre, parler dans le même sens que toi, je pense que lorsqu'on a regardé, même au niveau de l'Afrique de l'Ouest francophone, je pense que c'est deux personnes, hein, c'est Mati Diop et Mati Diop qui est franco-sénégalaise. Donc pour dire que c'est quelque chose de magnifique. La question c'est de savoir, parce que vous avez été surpris par cette nomination, et je suis convaincu qu'après justement la surprise, vous êtes intéressé aux attentes qu'on a de vous par rapport donc à ce collège-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, généralement, le collège, c'est plus de 9000, à peu près 9000 personnes à travers le monde qui sont consultées et qui vont visionner tous les films proposés par le comité et pour désigner les Oscars. Donc ça, c'est déjà une grande responsabilité et parce que c'est beaucoup de films à regarder. Voilà, notre métier, c'est de voir des films. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et aussi les films qui sont des films qui ne sont pas encore souvent qui sont des premières sorties. Donc aussi ça, c'est pour notre métier, c'est honorifique, c'est aussi de visionner la plupart des films du monde.
Donc les attentes principalement, c'est à ce niveau-là. Et donc avoir la lucidité, avoir la sensibilité aussi de choisir le film en fonction de ses propres convictions, liées à notre propre vision du monde, liées aussi à la technique de l'art cinématographique dont nous avons acquis à travers nos expériences, à travers aussi notre style de cinéma, parce que aussi les critères de choix des Oscars de collège, c'est aussi c'est une académie, hein. On peut le transposer sur par exemple l'académie française. Voilà, il faut des gens qui rapportent quelque chose au métier. Voilà, c'est comme si on écrit d'autres mots, d'autres pages du cinéma. C'est des gens qui ont, à travers leur art, innovent, envoient une autre expression, arrivent à constituer notre pan du cinéma mondial, de la vision même du cinéma mondial. Donc ce sont ces personnes-là qui sont cooptées pour faire partir. Donc c'est comme vous avez dit, c'est vrai, c'est assez... c'est grandement quelque chose. C'est costaud. C'est costaud. Oui. Voilà, c'est costaud pour ma personne. Et même si vous êtes très jeune. Oui, bon, on l'est par exigence aussi, parce que quand on a une responsabilité, je pense que la meilleure façon d'être, c'est à sa juste valeur, d'être humble, parce que c'est pas parce qu'on a forcément le meilleur, parce que on a travaillé, et ça, je pense que tout le monde peut le faire. On a vu Mouna Ndiaye au Festival de Cannes. Bien sûr, mais Mouna Ndiaye, vous voyez comment elle est. C'est une actrice convaincue de ce qu'elle fait depuis qu'elle fait. Donc c'est les itinéraires des gens, des personnages comme ça et des personnalités comme ça qui intéressent ce genre d'académie et qui aussi une espèce d'invite au travail à ceux qui veulent s'inspirer de ces gens. Et ça permet encore de regarder davantage le cinéma burkinabé, d'avoir un regard sur ceux qui animent donc le cinéma burkinabé. Alors, vous aurez l'occasion de regarder les autres cinémas du monde, si on peut l'exprimer ici. Oui. Alors, quel est votre regard sur le cinéma burkinabé aujourd'hui? D'abord, je suis assez optimiste, même si je pense qu'on a des soucis dans le cinéma burkinabé. Mais c'est assez normal parce qu'on vient de loin aussi. Hein. Et ceux qui ne sont pas dans le domaine, peut-être ne connaissent pas certains aspects. Mais par exemple, depuis les années 90, disons, il y a quelque chose qui s'est passé, mais quand on parle du cinéma, on exclut cette chose-là. Mais c'est l'ensemble même de certains métiers, de certains corps à l'intérieur de nos pays qui ont été, disons, disloqués. C'est-à-dire quoi? C'est le pass. On n'arrive pas à associer les difficultés qui sont arrivées dans le cinéma au pass. C'est le problème d'ajustement structurel qui a créé qui a disloqué l'industrie cinématographique au Burkina. Le Burkina existait, le cinéma existait en industrie au Burkina. Ça a existé, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de créer. C'est quelque chose qui a existé et c'est quelque chose qui a été après décapité comme... Qu'est-ce qui a été déconstruit au niveau des infrastructures? Oui, au niveau des infrastructures qui sont quand même la base de l'exploitation cinématographique. Vous pouvez beau faire des films, qu'ils soient bien ou pas, ce n'est pas la question, mais s'ils ne sont pas exploités, comment vous voulez que toute cette filière-là s'en sorte? On a parlé de la musique tout de suite. Et vous avez dit au début, au niveau de la musique, ce qui s'est passé au Sénasa, ce n'est pas que l'artiste, ce n'est pas que les entrées, c'est aussi tout ce qui se tourne autour. Donc c'est une industrie. Quand on parle d'industrie, on parle d'une chaîne. Voilà, donc, depuis les années 90, ce qui va arriver au cinéma par la privatisation ou même la liquidation simple des salles de cinéma ont été un choc pour le cinéma. Donc il y a un désintéressement, d'abord pour les politiques et aussi pour les gens de ce milieu-là, qui à un moment donné ne voyaient plus d'intérêt forcément de se lancer dans le cinéma. Et donc il y a une bonne partie, une génération qui n'a pas suivi nos aînés, comme les Idrissa, comme les Gaston Kaboré, comme tous ceux qui ont créé la fierté, ont contribué à installer la fierté du cinéma burkinabé. Et c'est dans les années 90 que cela s'est passé. Donc, en fait, pour vous dire que le cinéma, on ne peut pas le dissocier des autres aspects de notre société au Burkina aujourd'hui qui ne marchent pas. Et vous prenez la filière coton. J'ai fait ce film sur Faso Fani, justement, c'est par rapport à ça. Mais je l'ai toujours transposé sur le cinéma. Quand on avait Faso Fani à Koudou, qui faisait la fierté du Koudou et du Burkina, qui était économiquement rentable, et qu'on décide de liquider cette usine, et que 20 ans plus tard, on pense qu'il faut la remettre, il y a un problème.
Donc il y a un problème sur l'industrie du coton, il y a le même problème sur l'industrie du cinéma. Et d'autres filières, on peut en parler. Et le cinéma, principalement, c'est le problème des salles, c'est ça? Oui, que le problème des salles, mais après aussi, c'est toute la chaîne, la formation. L'INAFEC a été fermé. Bon, bien sûr, l'ISIS est revenu pour remédier ça, mais si vous n'avez pas toute la chaîne qui suit, c'est difficile, ça se remet. Hein. Moi, je ne suis pas pessimiste, je ne parle pas en disant que ça ne va pas du tout. Bien sûr, je parle en expliquant un peu comment ça est arrivé, mais au jour d'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup optimiste parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à faire le cinéma. Et beaucoup de gens le font. Alors permettez-moi une analyse. Aujourd'hui, on a vu, il y a certaines grosses productions qui viennent s'installer dans les pays voisins, par exemple, où on demande l'apport des techniciens et certains quelques acteurs burkinabés pour les produits. Je prends par exemple Bienvenue au Gondwana de Maman, j'ai vu également Cacao aujourd'hui. Avant Cacao, il y avait Philippe Lacotte. Comme on appelle sur les enfants invisibles. Voilà. Et quelle analyse vous faites de cette situation? Le Burkina, quand on dit le Burkina c'est un pays de cinéma, c'est pas des mots, c'est des faits. C'est vrai. Les hommes qui composent, qui animent ce milieu-là sont des hommes de qualité. Donc tout ce que vous avez cité, c'est l'exemple. Et cela, ce n'est pas maintenant, mais depuis très longtemps. Parce que comme je vous avais parlé de l'industrie qui existait au Burkina, il y a eu cette culture de formation au Burkina. L'INAFEC, tous ces gens ont été bien formés. Et même avant cette génération que vous avez citée, le Burkina a coproduit des films d'autres réalisateurs en Afrique, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin. C'était déjà existante. Donc, il y a eu ce flottement, effectivement, à un moment donné, mais les techniciens qui sont formés, ils sont toujours là. Et cette voie qui va s'ouvrir en Côte d'Ivoire, je veux vous le dire, elle s'est passée avec le film Ron, dont moi j'étais coproducteur, Diam Production, à travers Diam Production, il y avait une coproduction entre le Burkina, donc ma structure, et Wassakara Film. Et c'était une grosse production. Et ce film impliquait un tournage au Burkina, notamment à Sendou. Et le réalisateur voulait travailler avec une majorité des Africains parce qu'il voulait une sensibilité africaine sur son film. Et là, l'expertise burkinabé va rentrer en jeu. Et à partir de là, dans les années en 2013, 2014, les Burkinabés n'ont plus, ils ont toujours tourné en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Et les techniciens que nous allons amener en Côte d'Ivoire, c'est la plupart des mêmes techniciens qui continuent d'aller tourner. Oui, tout à fait. Malheureusement, le temps imparti à l'émission ne permettra pas d'aborder certains aspects sur la question du cinéma. Mais la question c'est de savoir, vous en tant que réalisateur, parce qu'on a évoqué plus ou moins les problèmes que le cinéma burkinabé a eu, mais à l'étape actuelle, vous en tant que réalisateur, quelles sont les attentes vis-à-vis notamment des décideurs pour que l'on puisse avoir une véritable relance de l'industrie cinématographique au Burkina? Bon, il y a des choses qui sont dites depuis avant moi, et moi je peux répéter de mon point de vue, mais vous voyez que les problèmes évoluent. Dès qu'on passe d'année en année, les problèmes évoluent. Pour le cinéma burkinabé, il faut plusieurs choses. Il ne faut pas que l'État seulement. Ce n'est pas que l'État. Aujourd'hui, toutes les politiques dans les pays nous montrent que l'État n'est pas seulement l'entité principale ou l'entité même souvent souhaitée pour régler les problèmes. Mais l'État peut contribuer énormément par une politique d'option, de vision, en disant le cinéma c'est une filière porteuse. Le cinéma, c'est quelque chose que nous allons défendre en tant qu'entité politique. Donc, ça peut attirer derrière les investisseurs. C'est ça que nous voulons. C'est exemple, je ne vais pas faire de comparaison qui va frustrer les gens, mais quand on a voulu que le Burkina participe à la CAN, que le Burkina ait des infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales, on l'a fait. Donc si on décide de la même chose, que le cinéma, qu'on veut que le Burkina, comme traditionnellement, a toujours été un pays de cinéma, et qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui manque, et que la politique décide que dans les 10 ans, on l'inscrit comme une politique de vision, vous verrez que ça va aller au-delà de ça. Oui, ça, après, chacun a sa part de responsabilité. Il y a les acteurs aussi, et il y a
les autres, les privés. Donc c'est tout un ensemble. Mais je pense que dans notre cas, il faut une vision politique qui replace le cinéma comme industrie et comme aussi stratégie politique culturelle pour aller répondre, pour aller à la croisée des autres cultures dans le monde. Nous sommes au terme de cette émission. Michel Zongo, vous êtes désormais donc membre du collège de l'Académie des Oscars. Quelque chose à dire? D'abord, voilà, je remercie tous ceux qui ont cru en moi, parce que aussi, à travers ma personne, c'est moi qui ai honoré. Mais derrière, il y a toute une famille du cinéma, des amis, des collègues, des Burkinabés africains, mondiaux, des gens qui ont toujours cru à ce que je fais et qui me poussent aussi. Donc ces gens-là, ils sont dans l'ombre, hein, ils ne seront jamais vus et je ne peux pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. En tout cas, et donc un grand merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu, cru en moi, et aussi inviter justement ma génération, les jeunes comme moi qui faisons le cinéma dans la même difficulté, et de leur faire comprendre que c'est possible. Voilà, c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est possible, on va tramer, on va tous souffrir ensemble, mais on va arriver à replacer le cinéma burkinabé. Le travail commence à proprement parler quand? Je n'ai pas encore eu tout ce qu'il faut comme cahier des charges, mais je pense que ça ne va pas tarder. Et le festival va se tenir quand? Je n'ai pas les dates des Oscars. Voilà. Puisqu'on connaît tous la situation aussi. Voilà, on veut demander votre avis sur comment vous avez accueilli la naissance de l'Académie des Sauteries au Burkina Faso. Oui, il fallait que ça existe parce que toujours il faut créer des légendes. Il faut que l'Afrique crée ses propres légendes. C'est ça. Donc les Sauteries Awards qui magnifient les acteurs africains, c'est une très bonne chose. C'est comme la musique, c'est comme le Koundé. Il faut fabriquer nos légendes à travers tous les domaines possibles, sciences, culture et tout. Il faut les fabriquer. C'est important. Merci bien Michel Zongo. C'est un plaisir, un honneur de vous avoir reçu donc ce matin sur la télévision nationale du Burkina. Et puis avec moi, Sigiré Issa de Pays et Moumini Yerbanga qui signe son grand retour dans Radio Jeunesse. On va se retrouver la semaine prochaine autour d'autres actualités et d'autres invités. On vous souhaite un excellent week-end sur la télévision nationale du Burkina. Ciao.